Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai la chance d'être avec Tristan et Théo, deux vulgarisateurs crypto et NFT. Merci Tristan, merci Théo d'être avec moi aujourd'hui pour parler de vos projets, de votre vision des choses. Comment allez-vous ? Bah écoute, ça va super. Déjà, on voulait te remercier, on est très heureux de pouvoir participer à ton podcast. Ouais, de même, merci Thibaut pour cette invitation. On a hâte d'échanger avec toi sur ces sujets crypto et NFT. Alors, pour commencer, question très très classique que je pose à quasiment tout le monde. Quel est votre parcours et comment vous est venue l'idée de vous lancer dans l'univers de la finance décentralisée, dans l'univers des NFT ? Comment ça s'est intégré dans votre quotidien ? Alors notre parcours, déjà je vais commencer par notre parcours un peu scolaire professionnel, on va dire, puisque avec Tristan on se connaît depuis longtemps et on a fait tous les deux une école d'ingé, donc non tech, je précise, hein, c'est des écoles un peu plus généralistes. Et on avait tous les deux depuis longtemps cet attrait pour la finance et l'invest de manière générale. Alors, pour parler un peu plus spécifiquement crypto, c'est d'abord moi qui suis rentré dedans en 2018. J'en suis vite ressorti parce que à l'époque, je ne m'étais pas intéressé particulièrement à la technologie. Puis, je suis rentré en 2020. Alors, pour l'anecdote, c'est quand j'ai regardé la série How to Sell Drugs Online Fast que je me suis replongé un peu dans cet univers et que à ce moment-là, je suis re-rentré vraiment pour la technologie et non plus pour l'aspect finance. Alors, ça a évolué par la suite. Mais à la base, c'était vraiment pour la technologie et ses différentes possibilités. Après, de fil en aiguille, moi, j'ai eu la chance de rentrer avant le bull run de 2020 et donc d'arriver à l'explosion de nombreuses bulles, notamment la bulle BSC, dans laquelle j'étais très bien placé et où, en fait, je me suis intéressé tout de suite à la DeFi là-dessus. Et c'est moi qui ai intéressé Tristan à cet univers-là à travers notamment les rendements qui étaient permis par la DeFi à cette époque. Et du coup, pour ma part, c'est vrai qu'après toute cette introduction très DeFi, donc un monde tout nouveau, puisque j'étais focalisé un peu plus sur la bourse, j'ai suivi un petit peu toute la hype autour des NFT. Donc, c'était pour moi moins compliqué pour un débutant, et puis ça avait surtout cet aspect plus fun. Du coup, il y a deux choses qui se sont un peu présentées à moi. La première, je dirais que c'est se focaliser sur l'analyse des projets NFT et aussi celle de créer un compte Twitter. Pourquoi ? Pour en parler et aussi me forcer à structurer mes recherches. Et du coup, de ça est venue l'idée d'intégrer Théo, donc qui m'a fait découvrir cet univers, à ce projet Twitter. Voilà, pour qu'ensemble, on ait à la fois l'aspect un peu tech que Théo a un peu plus que moi, et en même temps l'aspect aussi vraiment d'analyse que j'ai sur des projets. Voilà, donc on a commencé sur Ethereum, et donc tout est parti de là. D'accord, il y a plusieurs éléments qui m'interpellent. Déjà, le côté série How to Sell Drugs, c'est marrant parce que juste avant, j'ai fait aussi une autre interview où quelqu'un me disait qu'il est rentré sur le marché avec la série Mister Robot. On se rend compte que finalement, il y a des gens qui rentrent comme ça paraît anodin, mais avec une série. Donc c'est assez fou, ça fait deux de suite qui me disent ça. Et toi, ce qui est intéressant, Tristan, c'est le fait que tu étais déjà un peu sur la bourse et que tu découvres l'univers de la crypto-monnaie. Et est-ce que là, à chaud, tu peux me dire un peu quel est ton ressenti entre le marché traditionnel de la bourse, qui est vraiment particulier, et le dynamisme absolument dingue de la crypto ? Comment tu as vécu ça, toi ? C'est vrai que d'un coup, je me suis retrouvé dans un univers alors très libre, puisqu'on n'est plus, voilà, c'est plus le compte titre et tout ce qui s'ensuit. On suit plus les actualités assez classiques. Alors, par exemple, moi, je pense notamment à ma première grosse petite victoire, on va dire, mais presque victoire, excuse-moi, en bourse, c'était sur Tesla. Donc voilà, on suit plus que ce qui se passe dans le monde de l'auto, et là, d'un coup, ça part dans tous les sens, ça vient de tous les côtés. Il y a des rendements qui sont astronomiques à ce moment-là sur la DeFi. Et donc, c'est vrai que je me suis retrouvé un peu perdu. Donc, heureusement, j'avais Théo derrière. Mais c'est vrai que c'est un monde tout nouveau. Donc, on est comme un gamin au début. Ouais.
Ouais, super, ouais, bah, je comprends ça parce que moi je fais un peu de bourse, mais c'est très en marge par rapport à la crypto et c'est vrai que, bah, moi je me concentre essentiellement sur la crypto. J'aime ce dynamisme, j'aime ce 24/24, on a plein de choses à voir, mais voilà, la bourse est aussi très bien pour, sur d'autres aspects. Je ne l'ai pas dit, mais votre compte principal, c'est un compte Twitter que vous gérez donc à 2 et c'est là que vous faites de la vulgarisation, que vous présentez des projets crypto, des projets NFT. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'univers de la finance décentralisée et dans l'univers des NFT? Alors pour te répondre, assez simplement, moi ce qui me plaît principalement, c'est l'indépendance qu'on a dans ce domaine. C'est-à-dire qu'on est maître de A à Z de ces cryptos, on est libre d'en faire ce qu'on veut, la mettre dans du staking si on a envie, l'investir dans des projets. Au niveau de la vente, pareil, on peut la vendre sur des exchanges centralisés, décentralisés, la vendre de gré à gré avec d'autres personnes, pourquoi pas? Heu, voilà, donc on peut évoluer dans cet univers sans avoir aucune pression, notamment des institutions, des régulateurs, des banques. Ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant, cette indépendance, financière, on va dire, et ça permet d'éviter, de nombreux problèmes. Alors là, je pars un petit peu loin, mais notamment on l'a vu en Grèce ou au Venezuela où les gens ont eu vraiment des problèmes, avec les banques qui bloquaient les retraits en liquide et cetera. Bon, bah, si demain j'ai 100 000 € sur mon compte, peut-être que le jour où c'est la crise, je ne pourrais pas en disposer comme je le souhaite. Alors que si demain j'ai 100 bitcoins sur mon compte, et ben, peut-être que j'irai voir mon voisin et je lui échangerai 1 kilo de patates contre 10 bitcoins, je ne sais pas. Voilà, c'est vraiment cet aspect d'indépendance vis-à-vis de tout régulateur que je trouve particulièrement intéressant. Et au-delà de ça, il y a aussi quelque chose que je trouve extrêmement, non seulement intéressant, mais puissant, c'est la communauté. Alors que ce soit international ou même FR, hein, parce que sur le CTFR, c'est vraiment un monde à part, on va dire, et qu'on a plaisir à consulter tous les jours. Et il y a un nombre d'interactions incroyable. C'est un monde incroyable, je trouve, en constante évolution. Et toi, Tristan, du coup, tu peux nous dire un peu, pourquoi tu es à fond sur, la finance décentralisée, les NFT? Bien sûr. Bah, de mon côté, la première chose surtout, qui me motive là-dedans, en dehors évidemment de ce que disait Théo, c'est l'aspect d'accessibilité, financière. Dans le sens où, avec ne serait-ce qu'une poignée d'euros, on peut commencer à investir, à rentrer dans des projets et en fait, du coup, je trouve ça super inclusif et j'aime bien cet aspect où tout le monde peut participer, sans vraiment avoir besoin de rentrer avec une quantité importante, d'argent. Donc ça, j'aime vraiment bien cet aspect-là. Et indépendamment, il y a aussi le fait qu'on soit au début d'un phénomène, novateur. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, ça va dans tous les sens, et puis ça rend tout ça très excitant. Donc on a envie de voir un peu où ça va aller et c'est vraiment ça qui me plaît. D'accord, OK, bah, ça c'est très clair. Est-ce que, si on fait un zoom un peu là sur tout ce qui est NFT, quelle est pour vous la principale force des NFT? Vous avez l'habitude de voir des projets NFT, vous savez que, bah, les NFT ça peut être dans l'immobilier, ça peut être dans le gaming, ça peut être, dans, des cartes de fidélité d'entreprise, ça peut être, ça donne accès à un certain nombre de choses. Quelle est pour vous la principale force de ces NFT? Ce que je te dirais, moi, c'est vraiment le fait de, voilà, de lier de l'art à un token. On est un peu au-delà du simple logo du Bitcoin qui parle pas à tout le monde et on peut pas vraiment créer un lien. Et moi, j'aime bien ce lien qu'on peut avoir avec une vraie œuvre d'art, vraie dans le sens plus classique, on va aller voir dans un musée. On peut éprouver aussi des choses en regardant, c'est de l'art. Et donc vraiment cet aspect un petit peu, bah, voilà, de lien entre quelque chose de très tech et en même temps quelque chose d'imagé, qu'on arrive vraiment à concevoir. Ça, c'est vraiment une force et au-delà de ça, je vois un aspect fun et accessible. On a à la fois le côté communauté et puis aussi, une simple image, alors une collection de plusieurs milliers éventuels, ça peut fédérer et en même temps pousser des projets tech ou non, bah, à réaliser de belles choses et ça, je trouve ça quand même assez fort. Alors moi, pour répondre à ta question, je vais partir d'un constat. Le cas d'usage le plus populaire aujourd'hui, c'est clairement les profile pics sur Twitter. Voilà, on a tout le monde qui a son NFT de sa collection favorite, et cetera. Ceux qui ont dépensé beaucoup pour avoir une collection particulière, et cetera. Mais pour moi, c'est pas la vraie force des NFT. On est d'accord, ça a amené du buzz et ça a été attractif, notamment pour l'art numérique, avec des NFT qui se sont vendus pour des sommes folles. Donc on a tous en tête les collections dont je parle, je ne vais pas épiloguer là-dessus. Mais si on repart d'un point de vue un peu plus tech, pour moi, la vraie force des NFT, c'est de permettre la sécurisation des assets tout
en permettant en fait leur traçabilité publique sur la blockchain et ainsi ça garantit en fait la propriété d'un asset donné pour un wallet donné qui peut être associé à une identité ou non, dépendamment du propriétaire de ce wallet. Mais c'est vraiment ça, pour moi, la force des NFT. Garantir la propriété d'un asset. Je vais un peu vite parce qu'on n'est pas là pour entrer dans les détails, mais ça nous permet vraiment des centaines de cas d'usage, même des milliers, des millions. Et notamment, je vais te parler de quelques cas d'usage. On a par exemple la billetterie, donc permettre d'identifier uniquement un ticket. Je sais que Ticketmaster s'y intéresse particulièrement en partenariat avec différentes blockchains, mais on peut avoir un spectre extrêmement large de possibilités. Par exemple, pour te parler que de ça, on a la traçabilité sécurisée de données personnelles, par exemple avec Galeon qui fait ça dans le médical. On a ça aussi pour les données d'identité numérique. Pour te citer un dernier exemple d'un autre cas d'usage qui n'a encore rien à voir avec tout ça, Ternoa, donc qui est une blockchain qui permet d'utiliser des capsules temporelles. Donc, c'est-à-dire que voilà, on peut léguer une capsule temporelle après sa mort. Donc, tous ces cas d'usage ont un seul point commun, c'est qu'on peut garantir leur propriété à un moment donné avec fiabilité. Ouais, je suis d'accord avec toi, tu as donné des exemples très parlants et moi, je pense qu'il faut vraiment que les gens mettent un peu le pied à l'étrier pour qu'ils se rendent compte de la valeur des NFT. Même si actuellement c'est encore un peu en des balbutiements, c'est encore des prémices de concept, mais c'est inévitable que ça va marcher. Et quand moi je vois que sur une pauvre application, je sais pas, j'ai 3 NFT, il y en a un qui représente de l'immobilier, un autre qui représente l'accès à une soirée, un autre qui représente une carte de fidélité et un dernier qui me permet d'accéder à quelque chose dans un jeu. Mais c'est juste fou. J'aimerais bien que les gens se rendent compte de tout ce que ça va apporter dans notre quotidien. Donc là, tu dis aussi les capsules pour léguer des choses à des personnes. Il y a vraiment énormément de choses. Est-ce que vous utilisez des NFT dans votre quotidien ou de façon ponctuelle, que ce soit pour un jeu, que ce soit pour échanger avec d'autres personnes? Est-ce que voilà, vous avez vraiment une utilisation assez active des NFT? Alors, dans le sens utilitaire pur, non. Mais parce que c'est vrai qu'actuellement, ben, personne ou quasi personne, on va dire, a cette possibilité. Après, dans le sens de l'objet financier, là, clairement, oui. On le voit dans ce qu'on fait sur Twitter, hein, on arrive à flip des projets assez fréquemment, si ce n'est quotidiennement. On utilise aussi les NFT au sein de projets, donc ça reste dans une sorte de cercle fermé, c'est vrai, mais pour nous, ben, c'est quotidien. Alors on parle de stacking, de vote dans du DAO, enfin dans une DAO. Voilà, on parle de tout ça, ça oui, mais c'est vrai que ça reste dans un cercle assez fermé. C'est vrai qu'on n'a pas cette utilisation quotidienne, mais en tout cas, on se rend compte, notamment avec ce que tu viens de dire, Thibaut, que le lien va être de plus en plus étroit avec le monde autour de nous et c'est en train de se mettre en place. Et dans le futur, je suis certain qu'on aura une utilisation quotidienne de ces NFT transparente sans même s'en rendre compte. Ouais, d'accord, OK. On n'est pas encore sur une utilisation, quotidienne, mais on sera, entre guillemets, «les premiers», je pense, à l'utiliser et moi, c'est pas quotidien, mais c'est vraiment ponctuel et franchement, le côté immobilier me séduit énormément, de me dire que je peux envoyer un NFT à quelqu'un d'autre pour qu'il ait une fraction d'immobilier et faire un cadeau d'immobilier avec, 50 par exemple. Ça me rend juste fou. Je me dis: «Mais c'est fou, hein, pour Noël, tu peux offrir de l'immobilier à ton ami, quoi». Enfin bref, ça c'est l'exemple qui me marque le plus. Le marché des NFT est assez opaque pour monsieur tout le monde, on vient d'en parler. Est-ce que, vous pensez que dans, je sais pas, les prochaines années, les NFT vont vraiment s'imposer dans le paysage économique à long terme? Et là, je parle, forcément plutôt en France. Est-ce que vous pensez que la régulation va permettre de quand même utiliser facilement les NFT? Et est-ce que vous vous imaginez dans 2, 3 ans vous lever et utiliser des NFT, de façon quotidienne? Alors, pour répondre en un seul mot à ta question, oui. C'est en train de se mettre en place, hein, tout cet aspect de régulation, notamment sur l'immobilier, les dividendes de sociétés, et cetera, avec ce qu'on peut comparer finalement à des actions d'investissement hein, dans différentes sociétés, avec les shares, et cetera. Mais pour moi, l'adoption quotidienne pour le grand public, elle va passer clairement par le gaming. Je vais prendre un exemple tout bête et qui est très parlant, c'est le trading de skins sur Counter-Strike Global Offensive. Les joueurs ont des coffres qu'ils ouvrent et dans ces coffres-là sont présents des skins qui peuvent s'appliquer à différentes armes, qui ont différentes capacités, on va dire, qui leur sont attachées, un état d'usure, etc. Donc tout ça, on parle de quoi? De quelque chose qui peut être mis en NFT très simplement. Ça peut être tokenisé sans aucun problème. Et ces skins-là, avec toutes leurs caractéristiques qui leur sont associées,
Et ben en fait, ils ont leur marketplace dédié sur Steam et certains se vendent des milliers de dollars à longueur de journée. On a vraiment des volumes de vente qui sont énormes et voilà. On a là un cas d'usage typique de la tokenisation qui pourrait être faite par NFT et et un cas d'usage qui pourrait servir tous les jours. Alors on a différentes entreprises historiques, notamment, le PDG de Square Enix qui lui est persuadé que les transactions numériques seront un jour aussi populaires que les transactions de biens physiques, je le cite. Mais on a aussi Ubisoft, donc qui a fait un essai avec Ubisoft Quartz. Là, on parle vraiment de quelque chose qui était un test, on va dire, à grandeur nature, en l'associant à un de leurs jeux. Et je suis persuadé que la tokenisation arrivera dans les jeux à un moment donné, à travers en donnant un cas d'usage donc pour les NFT. Certains. Ouais, vas-y. Ouais, je rebondis sur le skin, donc entre guillemets, ton arme qui est customisée, c'est un bonus en fait dans ton jeu. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est que actuellement, ces bonus-là, ils sont gérés par l'éditeur de jeu et c'est eux qui ont la propriété et qui peuvent entre guillemets faire ce qu'ils veulent, en créer des centaines et ou même en supprimer certains. Enfin, vraiment, ils ont la main dessus. Tandis qu'avec les NFT, en fait, c'est inscrit dans la blockchain et donc on ne peut pas enfin, c'est pas qu'on peut pas revenir en arrière, mais c'est public et c'est visible. Le nombre de skins seront visibles, ils seront détenus par tel joueur, ce sera visible et ces joueurs pourront les échanger sur des places de marché, donc ça crée vraiment une nouvelle économie. C'est ça qu'il faut se rendre compte, en fait, c'est que la propriété n'est plus sur l'éditeur de jeu, et la propriété, elle vous revient quand vous gagnez le skin, si c'est un NFT. Voilà, c'était juste une petite parenthèse pour clarifier ça, pour les auditeurs. Ouais, exactement. On est d'accord, hein, que l'adoption, elle ne se fera pas du jour au lendemain. On a des éditeurs de jeux énormes, notamment Rockstar Games, qui a dit, moi, les NFT, enfin, c'est même pas pour tout de suite, c'est non. Mais pour moi, ça sera le prochain grand vecteur d'adoption. Dans un second temps, moi, je vois aussi l'utilisation. Alors là, on est plus dans l'éloigné de l'utilisateur, on va dire, mais une utilité plus fonctionnelle par les entreprises qui vont utiliser les NFT comme service. Par exemple, je peux te citer le cas le plus basique, tout simplement le tracking d'un colis avec son état de livraison qui évolue au fil du temps, etc. Je pense qu'il va y avoir une vraie révolution là aussi de suivi des flux logistiques pour les entreprises. D'accord et ça tombe bien, tu as parlé de gaming, les NFT vont s'imposer dans le gaming. En ce moment, c'est la coupe du monde. Alors je ne sais pas quand cet épisode sera diffusé, mais normalement, ce sera pendant la coupe du monde. Je crois que vous avez un projet que vous avez un peu couvert justement sur votre compte Twitter avec un beau thread qui expliquait pas mal de choses. Est-ce que Tristan, tu peux nous en dire un peu plus? Bien sûr, avec plaisir. Alors, bon, faut savoir qu'il n'y a pas encore énormément d'infos, qui sont, parues là-dessus, mais, de ce qu'on voit, on a les bases d'un projet très solide, ça s'appelle Matchday. Donc en fait, ça consiste un petit peu comme un Sorare, du football fantasy. Ça se lance d'abord avec, ce qui est très intéressant, c'est la licence FIFA Pro, donc plus de 65 000 joueurs, qui ont donné leur licence, hein, intrinsèquement et aussi on a en plus des joueurs, tous les événements officiels FIFA. Donc là évidemment, on est sur, c'est parfait, c'est le bon moment, sur la coupe du monde. Et donc, on va faire une équipe. Ça sera lancé en 2023 pour être exact. Donc là, dès à présent, on peut commencer à avoir des cartes, c'est gratuit. Il y a eu, d'ailleurs, c'est sur Solana pour préciser. Il y a eu un lancement de mint sur Magic Eden. Et on a aussi pu parrainer des joueurs à droite à gauche pour obtenir un pack gratuit. Avec ce pack, on a donc des joueurs sous forme de NFT, hein, c'est des cartes qu'on place au fur et à mesure qu'on pourra positionner pour faire son équipe, gagner des matchs et augmenter évidemment le potentiel de son équipe. Derrière, ce qui va se passer, c'est que les gains donc, vont se traduire en sol et ça c'est intéressant pour trouver aussi pour le gamer un aspect financier et pouvoir les réinvestir dans du trading de cartes et aussi faire évoluer les caractéristiques de ces joueurs. Tout ça, ce qui est intéressant encore plus, c'est de voir que c'est, backé par, le fonds d'investissement créé par Léo Messi. Donc on parle quand même d'un joueur qui a des très bonnes relations au niveau du foot mondial et donc pourquoi pas, faire de l'ombre à terme à Sorare en bénéficiant des appuis, d'un Messi,
de son argent évidemment, et puis aussi des licences qui sont quand même très précieuses de FIFA. Oui, comme tu dis, le plus important, c'est les licences et le concept est déjà exploité et fonctionne déjà. Sorare, c'est effectivement une sorte de enfin, ça fonctionne très bien, je vous invite à vous renseigner. C'est assez intéressant et ça met vraiment le pied à l'étrier à pas mal de monde dans l'univers des NFT. On joue avec des NFT sans vraiment s'en rendre compte. C'est ça toute la puissance de Sorare et visiblement, du coup, Matchday fait un peu le même principe, mais avec des licences officielles autour de la FIFA. Donc, n'hésitez pas à garder ce nom en tête et à vous renseigner, si ça vous intéresse. Autre question, quelle est l'évolution future de votre compte? Qu'est-ce qui va se passer sur votre compte dans les prochains mois? Eh ben, pour te répondre, donc toujours dans notre continuité, d'évolution, hein, donc avec le marché et toutes les informations qui sont diffusées un peu partout, on va, continuer à forger une petite communauté, mais solide. On veut monter avec les gens. On n'a pas tout le savoir et nous, ce qu'on veut vraiment, c'est arriver à se faire un petit groupe, et qui monte, de par ses connaissances. Parce qu'on a beaucoup de savoir à prendre à droite à gauche. Et ensuite, c'est vrai qu'on a cet aspect de lien avec, tous les gens, qui vont interagir avec nous, qu'on aimerait travailler. Dans le sens où les threads, c'est top, mais c'est vrai que c'est assez, solitaire. On les rédige de notre côté et puis, voilà, dès qu'ils sont prêts, on les envoie. Mais on n'a pas ce contact, plus direct. Et donc on aimerait, multiplier les interactions à la fois avec les gens qui nous suivent et aussi avec, des acteurs du CTFR, pour pouvoir tous s'entraider. On ne parle pas que de followers ici en termes de quantité, on parle d'informations. Il y en a qui sont super calés en dev, il y en a qui vont être calés sur des cryptos, il y en a, voilà, il y a des connaissances partout et on aimerait vraiment aussi travailler cet aspect-là. D'un autre côté, on travaille aussi sur des pistes pour développer notre compte à travers des actions dans le monde réel. Donc, par exemple, on avait pu faire un concours à l'époque qui nous permettait de gagner une œuvre personnalisée par un artiste, une œuvre réelle, hein, donc là on parle d'un tableau, qui a été personnalisé par l'artiste. Donc c'est quelque chose qui nous avait vachement plu à l'époque. Et ce lien en fait entre monde réel et monde numérique, on va dire, NFT, etc., puisqu'on avait fait gagner en même temps que l'œuvre réelle le NFT qui lui était associé sur Tezos. C'est quelque chose qui nous a plu et on travaille à l'heure actuelle sur d'autres interactions comme ça entre ces deux mondes. Pour l'instant, c'en est qu'au stade de projet, mais on espère que ça arrive assez rapidement. D'accord, donc des choses vont arriver, on n'en sait pas encore beaucoup plus, mais c'est en vous suivant sur les réseaux et notamment sur votre compte Twitter qui sera bien évidemment dans la description de cet épisode qu'on pourra en savoir plus quand le temps sera venu, c'est ça? Exactement. OK, d'accord et donc vos NFT, vos projets, la plupart sont sur, Solana. Pourquoi est-ce que vous êtes plutôt orienté sur Solana? Est-ce que c'est des choix techniques personnels? Est-ce que c'est parce que, Solana, bah, il y a eu quand même, un bon dynamisme et il y avait beaucoup de projets qui émergeaient? Comment c'est venu cette idée de faire essentiellement sur Solana? Voilà, est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus? Bah, du coup, le pourquoi Solana, alors c'est venu assez naturellement après, nos premières expériences de NFT sur Ethereum. C'est vrai qu'on s'est vite rendu compte que, ben, avec les frais, notamment lors des mints, ça pouvait décoller à des sommes assez, astronomiques et on s'est, bah, comme beaucoup, bien plus retrouvés, avec nos moyens, sur Solana. Et donc sur Solana, on avait, à la fois une communauté forte autour des NFT, donc ça nous a parlé, et en même temps une accessibilité, comme je te disais au préalable, vraiment, intéressante et qui pour nous, ben, ça nous parlait, ça nous permettait aussi de voir un marché secondaire assez fort et donc, ben, de belles opportunités, là-dessus aussi. Après c'est vrai, que, ben, Théo va mieux en parler que moi, mais on a une autre chaîne, qu'on aime bien, notre blockchain, et qui, ben, dont tu parles souvent, donc, je laisse prendre la parole à ce niveau-là. Ouais, on n'est pas seulement centralisé sur Solana. Alors, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses pour les NFT sur Solana, mais on est aussi exposé à plusieurs autres blockchains et sur lesquelles on a toujours des NFT, notamment la BSC. C'est pas une grande chaîne une grande blockchain de NFT, on est bien d'accord, mais on avait quand même les Pancake Bunnies sur PancakeSwap. Et surtout, je sais que Tristan, tu veux me faire la passe D sur eGold, qui est notre seconde blockchain de cœur, on va dire, sur laquelle, alors ça a bougé à un moment niveau NFT, c'est vrai que c'est bien retombé depuis, mais il y a eu cette vraie hype. Et
pour moi, eGold a cet énorme potentiel qui, pour l'instant, reste à découvrir, on va dire. Ouais, c'est ça en fait. Je rebondis là-dessus parce que moi, j'aime, enfin, de premier abord, j'aime bien Solana parce que j'ai utilisé un peu des NFT sur Solana, notamment des Play to Earn, où c'était fluide, c'était quand même sympa. On utilisait des NFT de façon quotidienne. Maintenant, mon côté, on va dire un peu techos, qui creuse un peu plus dans la tech, je me suis aperçu que quand même, il y a des choses qui me posent un peu problème et notamment bah, des downtime, des choses au niveau des jetons, enfin des choses qui sont un peu des red flags, comme on dit, qui fait que moi je me suis plus orienté par exemple sur une blockchain comme Elrond Multiverse X. Mais c'est pour ça que j'aime bien aussi avoir l'avis de gens qui l'utilisent au quotidien. Si c'est juste pour de l'utilisation, effectivement, c'est quand même fluide, ça marche bien, il y a une vraie communauté, il y a du dynamisme. Donc quand tu veux vraiment rentrer là-dedans, effectivement, Solana, c'est bien. Maintenant, je pense quand tu cherches et que tu es vraiment sur un objectif moyen-long terme et que tu es très techos, tu te rends compte qu'il y a quand même certaines failles sur Solana qui mériteraient d'être mises en avant et ça peut mettre en péril certains projets NFT sur du long terme. C'est juste ça, moi je vais essayer de faire intervenir sur ce podcast justement de plus en plus de projets qui build, enfin qui construisent sur Solana pour essayer de comprendre leur état d'esprit pour ceux qui construisent. Vous vulgarisez, vous présentez des projets, donc c'est normal d'être là-dedans parce qu'il y a une vraie dynamique et Solana en termes de NFT, c'est clairement ce qu'il y a de mieux actuellement en termes de nombre de projets, en termes de diversité. Donc ça, c'est normal. Mais moi, ce que je veux comprendre aussi, c'est ceux qui build là-dessus, est-ce qu'ils sont réellement confiants dans le système et dans l'infrastructure de Solana? Donc ça, c'est des vraies questions que j'espère pouvoir poser à des gens que je n'ai pas encore trouvés sur le podcast. En tout cas, merci pour vos réponses. On va finir sur des questions un peu plus simples. Première question, quelle a été votre plus grosse erreur sur l'univers de la crypto? Au début, donc c'était pas vraiment une erreur, mais ça s'est transformé en une sorte d'erreur avec beaucoup de regrets. C'est que lors d'une analyse, on a présenté un projet qui s'appelle toujours DeGods. On a eu la chance d'en mint 2, donc ça partait très très bien. On a, comme à notre habitude, flip assez vite, donc on a dégagé un bénéfice qui était très acceptable. Mais on a fait, là où je dirais l'erreur, c'est de ne pas se replonger dans le projet. Par exemple, dans sa continuité, ils ont publié une roadmap en 2.0 et la hype est montée assez vite à ce moment-là et on l'a un peu laissé de côté alors qu'on aurait pu re-rentrer dedans et un petit peu se remettre voilà, sur quand même le projet numéro 1 actuellement sur Solana. Et c'est vrai que ça reste quand même un bon regret à ce niveau-là. Ouais, c'est ça, ce sont plutôt des remords qu'une vraie erreur. Une vraie erreur. Toi, Théo, est-ce que tu as une erreur particulière à mettre en avant? Ah, bah, des erreurs, je pense qu'on a tous fait dans ce monde truffé d'obstacles, on va dire. Moi, pour en citer quelques-uns, je me suis fait hacker un de nos wallets communs en voulant aller trop vite à l'époque où, c'est bête à dire, hein, parce que je serais le premier à me moquer de la personne qui le ferait, mais en téléchargeant un faux fantôme à l'époque sur le Google Play Store. Voilà, donc très bête. Ça nous a fait perdre une belle somme, on va dire. C'est compliqué, il faut être ultra vigilant et toujours prendre les liens officiels et ça, c'est compliqué. C'est compliqué, ouais. Ça, c'est pour le coup, là, il y a pas de remords, c'est une vraie une vraie erreur, mais qui arrive à beaucoup de personnes, malheureusement. Et alors maintenant, une autre question, si vous aviez un débutant en face de vous qui veut se lancer sur l'univers des NFT, qui veut par exemple investir, quel serait votre conseil, à lui donner? Alors, moi, mon premier conseil, je lui dirais de nous suivre, bien sûr, pour pouvoir acquérir les bases facilement de l'univers des NFT. Non, plus sérieusement, moi, je lui dirais dès le début de se lancer uniquement avec ce qu'il est prêt à perdre, le temps qu'il comprenne vraiment l'univers, et même une fois qu'il l'aura compris, puisque c'est un milieu très risqué et c'est des investissements qui, au final, sont extrêmement risqués. Il faut surtout qu'il se méfie de tout, vraiment tout. On l'a vu avec les dernières actualités, FTX, qui était quand même le deuxième plus gros exchange mondial, qui a fait faillite en 3 jours. Personne l'a vu arriver. Enfin, on l'a vu arriver assez tardivement, on va dire. Et justement, on en viendra à mon autre conseil, qui sera de sécuriser dans un wallet en propre, on va dire. Alors, un cold wallet, c'est l'idéal, mais ça peut être aussi un wallet type Trust Wallet ou quoi que ce soit.
puisque comme on dit, not your keys, not your coins, et donc à ne pas laisser ces assets sur des exchanges centralisés. Pour moi, ça serait surtout, de dire de ne pas hésiter à se lancer. En fait, c'est vrai que des fois, on ne sait pas trop, sur quoi aller, ben, on y va. On investit aussi, plus sur des communautés. On n'y va pas que pour l'argent. Ça, c'est très important aussi d'y aller dans cette dynamique et puis ne pas hésiter à DM à la fois des projets, donc on peut aller aussi sur leur Discord, c'est plus simple pour parler, mais aussi des influx. Quand je dis ça, c'est, alors ça peut faire peur des fois sur des très gros influx, du CTFR à plus de 20 000 abonnés ou bien plus même, mais entre guillemets, tout le monde est là pour s'entraider. C'est vraiment une dynamique qui est bonne dans le CTFR. Et donc, normalement, la plupart prendront le temps de vous répondre. Et ça peut quand même vous donner un petit coup de boost et des infos précieuses. Donc, il ne faut pas hésiter à acquérir du savoir, à capitaliser l'expérience aussi qu'on peut avoir en se ratant. Voilà, il ne faut pas avoir peur. Oui, comme tu dis, c'est qu'en mettant vraiment le pied à l'étrier que vous arriverez à vous poser les bonnes questions, faire des erreurs, mais ça fait partie du jeu, mais surtout d'investir que de l'argent que vous pouvez vous permettre de perdre et il faut garder un peu le côté fun, au tout début. Il faut pas y aller, en espérant faire un rendement à tout prix avec des objectifs. Enfin vraiment, faut avoir un peu une hauteur d'esprit là-dessus. Merci, Tristan, merci Théo. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant de finir cette interview? Bah, écoute, pour clôturer cette interview, nous, on voulait surtout te remercier, pour le temps que tu nous as accordé et pour ton invitation. C'est notre premier podcast et c'est aussi la première fois qu'on parle de vive voix, non seulement à notre communauté, mais aussi à la tienne, et ça, c'est un vrai plaisir. Donc voilà, merci pour tout et merci pour ce que tu fais. Et puis, ben, au plaisir d'écouter tes futurs podcasts parce qu'il y a toute une branche française qu'on a hâte de découvrir au travers de tes podcasts. Donc, merci encore. Eh ben, merci Tristan, merci Théo. Tous les liens sont bien évidemment dans la description. N'hésitez pas à suivre le compte sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir encore plus d'épisodes. Il y a beaucoup de choses qui se préparent et qui sont déjà enregistrées. Donc allez-y, abonnez-vous, ça m'aide et puis ça permet de démocratiser un peu l'esprit de la crypto. Merci à tous et moi je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Salut! Au revoir. Salut!